Salut Alexandre Martin. Salut Dominique. Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Sénèque dit « Personne ne peut porter longtemps le masque ». Est-ce que tu es d'accord avec Sénèque? Ah, je dirais que je suis comme en partie d'accord avec Sénèque, au sens où avoir conscience du masque, ça fait que le masque devient lourd à porter. Mais en même temps, je ne sais pas si on a le choix de porter le masque. Donc, parce que j'imagine que tu fais référence euh, à la scène puis à ce qu'on essaie de faire avec ça. Là. Puis, une posture publique, pour moi, il y a toujours une partie, il y a toujours un masque. Là, puis même si le masque est vraiment près du véritable visage, il reste qu'il y a une fine pellicule qui est là puis qui crée ne serait-ce qu'une infime distance entre la réalité puis la représentation. Tu as le masque, est-ce que tu portes présentement? Présentement? Oui. Est-ce que tu en portes un? Ben, bien sûr. Le masque de l'artiste réfléchi et intellectuel, j'imagine. C'est celui-là que tu espères porter aujourd'hui. Ouais, c'est lui que j'ai travaillé en lui. Mais donc, l'authenticité, on pourrait se dire que je te regarde présentement. Ouais. Tu as un certain type de poils dans le visage, tu as un certain type de chandail. Ouais. On pourrait associer tout ça à une forme d'authenticité, Mm-hmm. mais c'est une performance aussi. C'est à 100% une performance, oui. Mais, même si les poils sont véridiques. Oui, puis c'est de la vraie laine. Tout est vrai. Il n'y a pas de réalité augmentée ici en ce moment. Mais c'est que la question de l'authenticité, c'est une question qui est extrêmement compliquée, je trouve. Là, puis que c'est comme si on accordait beaucoup trop de valeur à ça quand il y a un geste artistique qui est posé ou quand il y a quelque chose qui fait partie de la représentation publique. Là. Puis c'est comme si ce qui est important pour moi, mettons, dans l'authenticité, c'est plutôt d'être fidèle à l'intention plutôt que d'être dans la vérité ou dans la réelle présentation de soi. Est-ce que tu sais toujours de quoi tes chansons parlent? Non. Non. Est-ce que c'est grave, ça? Non, je pense pas que ce soit grave, mais je sais de plus en plus de quoi elle parle. Avant, il y a des albums que je faisais, surtout je pense à un album de Mauve qui s'appelle Le Faux du Soir, puis là, j'ai probablement aucune idée de quoi parle toutes les chansons, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Est-ce que c'est parce que c'était de l'écriture automatique? En partie. Puis c'était aussi en partie vraiment un jeu structurel pour moi. C'était vraiment un truc de forme puis de sonorité plus que de savoir quoi dire. Tu sais, j'essayais de. Je me disais que même, peut-être que j'avais tort, là, aujourd'hui, peut-être que je dirais que j'avais tort, mais j'avais l'intention de tourner autour des choses plutôt que d'aller au centre puis d'essayer que par le détour puis par le. Comment je peux dire ça? Par le détour, puis tourner autour des choses sans vraiment essayer de toucher à l'essence des choses, j'avais pouvoir révéler quelque chose d'encore plus vrai puis de plus profond, même si ça m'échappait à moi-même. Parce qu'il y a des fois des textes de chansons que j'aime vraiment beaucoup, que je ne sais pas pourquoi ça me touche. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça dit, puis pourquoi ça dit ce que ça dit. Tu parles des chansons des autres. Oui, des autres. Puis il y a pourtant une ligne qui est là, puis qui me touche, puis qui me donne envie de pleurer, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne sais pas c'est quoi l'intention derrière. Puis je pense que j'essayais de toucher à ça un peu par le passé, puis là ça m'intéresse moins aujourd'hui. Est-ce que tes chansons sont autobiographiques? Pas très souvent, non. Pas très souvent. La majorité du temps, c'est soit je ne sais pas de quoi ça parle ou j'essaie de représenter une émotion, une idée, mais qui ne vient pas nécessairement de moi ou qui n'est pas nécessairement rattachée à une expérience vécue, ni à une expérience qui est vécue par mon entourage ou rien. Des fois, c'est juste l'expression émotionnelle d'un concept ou d'une idée. Est-ce que ça t'agace qu'on ait cette tendance-là, à la fois les médias, puis à certains égards le public, de chercher le biographique derrière les chansons? Ouais. Ouais, vraiment beaucoup. Vraiment, parce que je pense qu'en faisant ça, on passe vraiment à côté de l'essentiel. Qui est pourquoi ça me fait sentir ça, quelles techniques sont employées pour transmettre l'émotion, comment la forme, les sonorités peuvent être vecteurs d'émotion aussi, puis que c'est pas le récit ou l'expérience derrière l'écriture qui rend l'émotion tangible pour celui qui reçoit l'œuvre. Mais pourquoi est-ce qu'on est aussi obsédé par ça, par le biographique? C'est une dure question, je sais pas. T'aurais-tu une idée, toi? Moi, on dirait que j'essaie d'y réfléchir pourquoi ça vient
ça vient aussi central dans la quête de sens de celui qui reçoit l'œuvre, puis je sais pas si j'arrive à savoir. Mais c'est vrai que c'est amusant comment, en études littéraires, par exemple, Ouais. on a proclamé la mort de l'auteur. Ouais. Roland Barthes a dit c'est fini, l'auteur, on va cesser de chercher dans les intentions puis dans la biographie de l'auteur le sens du texte. Ouais. Alors qu'en musique, on fait constamment ça. La personne a vécu un deuil, donc cette chanson-là qui parle de deuil raconte cette expérience-là. Ouais. Mais ça vient peut-être du fait que la plupart du temps, les gens qui écrivent les chansons, ça vient avec l'espèce de culture de l'auteur-compositeur-interprète. Là. Les gens qui écrivent les chansons les interprètent aussi, puis nécessairement, si on ressent une émotion quand on les interprète, ça vient de quelque chose qui a été vécu ou d'une source d'émotion réelle dans la personne. Là. Mais je pense que cette illusion-là est aussi courante quand les gens regardent un comédien sur scène, puis les gens ont l'impression que si les comédiens vivent le personnage vit une émotion puis que l'émotion est vécue par le public, nécessairement, il faut que le comédien puisse puiser dans une source d'émotion qui est en dedans de lui. Mais il y a des gens qui travaillent comme ça, puis il y a des gens qui ne travaillent pas du tout comme ça. Là. Puis je sais que pour certains comédiens, ça reste un travail qui est très technique. Puis qui est, c'est une illusion qui est créée sur scène. C'est une illusion qui est créée, oui. Puis en musique, l'illusion n'est pas moins grande. T'sais. Mais la différence en musique, c'est peut-être que c'est plus tenace en musique parce qu'il y a même certains artistes qui participent de cette illusion-là qui ont aussi l'impression que c'est ça. Tu sais. Oui. Ouais. Alors que toi, tu fais aucun lien entre les émotions que tu as vécues au quotidien dans ta vraie vie puis celles que tu es capable de transmettre à travers tes chansons? Je dirais pas qu'aujourd'hui, je fais aucun lien, là, parce que, mettons, sur l'album, il y a Tune 9 qui est une tune vraiment plus autobiographique. Puis là, bien sûr que je prise dans quelque chose de réel puis de vécu, mais c'est pas parce que c'est réel puis vécu que la chanson fait ressentir cette émotion-là au public pour moi. Là, il y a des choix esthétiques qui ont été faits, puis il y a des choix de réalisation puis d'interprétation qui ont été faits pour pouvoir transmettre cette émotion-là. Ça, c'est des choix calculés, vraiment déterminés à l'avance, qui n'ont rien à voir avec l'expression pure d'une émotion. Tune 9, est-ce que c'est la chanson dans laquelle tu nous dis que tu viens des Gruelles de Limoilou? Oui, c'est elle. Ouais. Avec le jour, je ne pense qu'à demain. Toi, tu viens de la haute, et moi, je viens des ruelles de Limoilou. Je suis né à genoux. Comment est-ce que tes origines ont façonné le créateur que tu es aujourd'hui? Mes origines, le fait que je vienne de Limoilou? Je sais pas, c'est une bonne question. On comprend que c'est des origines modestes. Modestes, oui. Ouais. Tu vois, déjà là, ça, c'est déjà de dire que je viens des ruelles de Limoilou, c'est déjà un mensonge parce que je viens de plus haut dans Limoilou où il n'y a pas de ruelles. Puis, démasqué. Ouais, je viens plus du parc marchand. Là, ça aurait donné une moins belle chanson. Oui, exact. Tu vois, c'est ça. Il faut construire quelque chose pour que l'émotion puisse passer. Mais je sais pas en quoi ça a ses origines plus modestes ou du milieu ouvrier plus façonné ce que je suis en tant que créateur, mais je sais pas si ça s'exprime dans mon art. J'aurais tendance à dire que peut-être que non, mais une des choses qui me touche le plus dans la vie et qui me fait pleurer presque à tout coup, c'est justement cette vie-là modeste puis comment les gens se battent pour pouvoir vivre puis offrir le bonheur à leurs enfants, puis etc., etc. Ça, je trouve que c'est une des plus belles choses qu'il y a dans la vie. Tu dis dans cette chanson-là que tu es né à genoux. C'est quand même une phrase chargée. Oui. Ben, ouais. C'est très chargé, oui. Mais j'essayais, cette chanson-là, c'est une chanson qui est écrite sur une espèce de schéma d'opposition. Toi, t'es ça, moi, je suis ça, toi, t'es ça, moi, je suis ça. Puis, tu vois, ma mère m'en a parlé de cette chanson-là. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux dire quand tu t'es né à genoux? Je veux la citer en tout respect, en tout amour. Elle me dit, tu veux-tu dire qu'on est des crottés? Ben, c'est une bonne question. Puis j'étais là, ben, tu sais, un peu. Mais, tu sais, ça m'inclut, mais pour moi, c'est pas péjoratif de dire ça. C'est juste de partir
de partir avec un peu du retard, un peu en arrière de certaines autres personnes. Des fois, c'est peut-être que ça donne un peu... C'est un truc que tu vois un peu dans la culture américaine, des fois, là, avec le hip-hop et tout, ça donne que tu ce qu'on dit dans le jargon musical, tu as plus faim, mettons. Là, Ouais. peut-être que ça motivait à se dépasser puis à vouloir prouver sa valeur hors des classes sociales. Tes parents faisaient quoi dans la vie? Tu vois, moi-même, je suis dans la tentation du Ouais. biographique. Mon père était infirmier à Robert-Richard, un hôpital de soins psychiatriques. Puis ma mère, elle a fait plusieurs trucs. Là. Elle a travaillé dans un hôtel, présentement elle est secrétaire dans une clinique médicale. Est-ce que la musique, ça a été aussi pour toi une manière de t'émanciper, de t'arracher à ton milieu? Je sais pas si ça a été une manière de marcher de mon milieu, plus que... Quand j'y pense aujourd'hui, j'ai l'impression que le fait que je me suis intéressé à la musique, c'était pour créer des liens avec mon père. Mes deux parents aiment vraiment beaucoup, beaucoup la musique. Puis il y avait toujours de la musique chez nous, même si les deux ne sont pas du tout musiciens. Même, je dis ne sont pas musiciens. Ma mère chantait beaucoup quand elle était jeune. Elle a fait des concours à la télé quand elle était jeune, entre autres. Là, mais sinon, ma mère était vraiment plus dans la musique populaire dans les 90. On écoutait les chanteuses québécoises dans l'auto, puis tout ce qui était hit radio. Mm-hmm. Puis mon père, lui, il était plus intéressé par le prog. Puis à l'époque, quand j'étais jeune, il s'est mis à s'intéresser au jazz aussi, comme il s'intéressait au prog, il s'est intéressé aux fusions comme extension du prog, puis nécessairement, il est allé vers le jazz. Le prog nous mène au jazz. Ouais, exact. Ouais. Puis c'était vraiment un collectionneur de disques. Il y avait vraiment une discothèque énorme quand j'étais... Mais il y a toujours une discothèque énorme, là, des centaines de disques. Puis quand j'étais... Au début de l'adolescence, je me rappelle d'avoir été le voir et dire... Puis aujourd'hui, je me rends compte que c'était pour essayer justement de créer un lien entre nous qui était un lien autre que le lien parent-enfant, un lien de réel partage. Qu'est-ce que je devrais écouter? Puis il me donnait Selling England by the Pound de Genesis. Puis je me suis couché dans mon lit avec mon Discman, puis j'ai écouté la première tune. Puis quand elle a terminé, c'était comme vraiment la révélation d'un monde. Je sais pas. Ça se peut. Ça se peut. Puis j'ai juste toute la nuit réécouté cette chanson sur repeat, puis à chaque écoute, découvrir des nouvelles affaires. Puis c'est ça. C'était vraiment un monde de possibles puis de beauté que je pensais non existant. On pourrait dire que tout ce qui a précédé le nouvel album d'Anatole, c'est la période Genesis d'Alexandre Martel. Oui, ouais. Peter Gabriel, évidemment. On ne parlera pas de la période de Phil Collins quand même. Non, je suis ardent défendeur de la période Phil Collins. On pourra en parler plus tard. Puis on pourrait dire que tu inaugures avec le nouvel album, avec l'album qui s'intitule Alexandre Martel, que tu inaugures ta période Sylvain Lelièvre. Mm-hmm. Est-ce que ce serait juste? Ce serait juste, oui. Mais c'est deux figures qui sont vraiment aux antipodes. Oui. Oui, mais je pense que tu as raison de dire ça. Puis, dans tout ce que je faisais avec Anatole avant, scéniquement, Genesis, c'était clairement une influence énorme. Là. Et puis, moi, je voyais davantage David Bowie, mais maintenant que j'ai appris que tu avais été grandement influencé par Genesis, là, je le vois. Là. Mais il y avait Bowie aussi, c'était vraiment important pour moi à cette époque-là. Mais Genesis, au début d'Anatole, pour ceux qui n'auraient pas vu le spectacle original, qui reste le plus grand spectacle d'Anatole, bien sûr. Le plus grand spectacle de tous les temps. Il y avait... Tous les musiciens étaient habillés en blanc. Puis moi, j'étais en noir, comme le show de Selling England by the Pound. Tout le band est en blanc, puis Peter Gabriel est en noir, d'un suit en lycra, One Piece noir. Le batteur avait une salopette, comme Phil Collins. Il y avait comme une espèce de jeu de calque avec ce spectacle-là. Puis aujourd'hui, la période Sylvain Lelièvre, c'est dur pour moi de savoir ce que ça va donner, mais je pense que tu as raison, je me sens un peu dans cette zone-là, puis j'écoute beaucoup plus de Sylvain que de Genesis ces derniers temps. Tout neuf, est-ce que c'est un clin d'œil à Tombouctou? À Tombouctou? Non, malheureusement. Non, c'est un clin d'œil à D'où ce que je viens de Bolduc tout croche. Sur le dernier album de Bolduc tout croche, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup écouté la dernière année. Là. C'est mon ami Alex Berger qui m'a fait découvrir ça. Ouais. Bolduc tout croche, qui est un groupe de... Ben là, ils sont à Montréal, mais je pense qu'ils sont originaires de Victo. Ouais. Si on en croit la chanson. Qui donnait dans le trad un peu. C'est folk. Ouais. Mais là, je suis moins au fait de ce qu'ils faisaient par le passé, mais le dernier album, c'est comme folk. Des fois un petit peu rock, des fois un peu country, mais cette chanson-là, c'est ça, il parle d'où ce qui vient. Puis
J'ai beaucoup pleuré en auto en la chantant. Puis ça m'a donné le goût de faire comme une réponse à ça, puis ou un hommage à Simon, parce que Simon Bolduc, de Bolduc tout croche, parce que, je sais pas, au Québec, des fois, j'ai l'impression que il y a comme des artistes qui, pour moi, m'apparaissent évidemment comme dans les meilleurs qu'on a, puis il y a personne qui les connaît, puis ils ont 25 visionnements sur YouTube, puis je comprends pas pourquoi. Est-ce que tu penses que c'est un phénomène qui est spécifique au Québec? Non. Dure question. Non, ça, je pense, je sais pas, mais c'est juste que j'essaie de. Quand je fais quelque chose comme ça, j'essaie à mon humble manière d'en parler puis de leur rendre hommage en musique. Mais c'est quand même vrai qu'au Québec, il y a plusieurs cas de figure de ce type-là. Des grandes. Sylvain Lelièvre en étant un. Non, t'as raison. Tout le monde reconnaît que c'est un des plus grands de notre histoire chansonnière, mais il est somme toute peu reconnu. Très peu reconnu, Peu écouté. Peu diffusé. Oui, peu diffusé. Il y a comme le disque hommage, là, Salut Sylvain, il y a quelques années, mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que Sylvain, Qu'est-ce que tu admires chez lui? Ben, son songwriting en général, là, je trouve que c'est vraiment. Il écrit des chansons qui sont vraiment belles, un bon mélodiste, puis ses textes beaucoup aussi. Là. C'est ça que je trouve drôle parce que c'est quelqu'un qui, mettons, n'a pas la stature de Michel Rivard. Puis juste en tout respect pour Michel, qui est pour moi le plus grand des plus grands. Mais, on le vénère, oui. Ouais, mais Sylvain, il est juste à côté. Là. Puis il y a une façon d'écrire qui est très simple, Sylvain, puis qui est très direct. Ça dit ce que ça dit. Puis en même temps, ça dit les choses de façon très juste puis très touchante. Puis je comprends pas pourquoi ça rejoint pas les gens plus que ça. T'sais. J'ai l'impression que dans ce jeu de figures-là, peut-être que même Michel a une figure un peu plus intellectuelle que Sylvain dans son écriture et dans son paraître. Pourtant, il rejoint beaucoup plus le grand public, même grâce à son talent immense. Mais... Tu parles de Sylvain Lelièvre en l'appelant Sylvain, comme si tu le connaissais, alors que c'est pas le cas, parce qu'il nous a quittés il y a déjà plusieurs années. Est-ce que tu entretiens cette relation d'intimité avec les créateurs que tu admires? Qui est aussi une illusion. Peut-être, oui. Mais c'est que Sylvain, il avait... Monsieur Lelièvre. Oui. Il habitait... Non, mais en fait, je trouve ça beau que tu l'appelles Sylvain. Mais c'est qu'il habitait il a grandi sur la 8e rue, puis c'est à côté de chez nous, puis je passe souvent là, puis j'essaie de faire un pèlerinage tous les dimanches. Pour vrai? Non, c'est pas vrai, mais métaphoriquement parlant. Oui. Mais je me sens proche de lui parce que, justement, il parle du quartier dans lequel j'habitais, puis pas j'habitais, mais que j'habite toujours, puis que lui habitait, puis il parle de ces différences-là, Haute-Ville, Basse-Ville, qui existent à Québec, puis sur les données de la Basse-Ville. Je me reconnais beaucoup dans ce qu'il parle, dans le quotidien qu'il décrit. Puis je pense qu'à cause de ça, cette proximité-là me semble un peu réelle, malgré tout. Mais chez Sylvain Lelièvre, lorsqu'on écoute ses chansons, on sait toujours de quoi il est question. Ouais. Les textes sont très, très limpides. Très limpides, oui. C'est pas le cas chez toi. Non. Non, mais... Est-ce que c'est parce que tu redoutes cette forme d'écriture-là? Non, j'essaie consciemment, ces derniers temps, d'approcher ça de plus en plus. Mais je sais pas si c'est parce que faut que je travaille à déconstruire tout ce que j'ai pu construire par le passé en tant que... faut que je déconstruise ma posture que j'avais avant pour vraiment y accéder. Ou si c'est un truc de travailler un peu contre ma nature. Peut-être que je me rends compte maintenant en parlant, mais c'est comme on est là pour ça. Ouais, c'est comme si dans ma vie, dans ma famille, dans mon enfance, j'étais bon à l'école, tout, puis j'ai beaucoup été valorisé pour ça. Dans le cercle de ma famille, j'étais vu comme celui qui était doué à l'école, il y avait de la facilité avec les idées, etc. Puis peut-être que parce que j'ai beaucoup été valorisé par ça, j'avais l'impression que nécessairement dans mon écriture, c'est ce qui devait être mis de l'avant. Tu as performé l'intellectuel qu'on voyait en toi. Oui, exact. Puis là, peut-être que j'essaie de déconstruire ça, puis de me rapprocher plus d'une autre forme de vérité. Là. Puis le fait depuis quelques années, là, je travaille beaucoup avec Lou Adrienne, qu'on peut voir derrière nous peut-être, mais ce changement de voix-là n'est pas étranger à cette rencontre-là et à son influence, qui est une écriture qui est peut-être plus proche de celle de Sylvain dans sa clarté, dans sa concision. Là. Donc, je sais que j'aspire à ça, mais genre, je ne suis pas encore rendu là.
C'est un modèle auquel bien des couples aspirent, j'en suis sûr, que de pouvoir non seulement partager l'intimité du quotidien avec quelqu'un, mais de partager l'intimité de la création. Mhm. Est-ce que l'un nourrit l'autre? Est-ce que l'intimité nourrit la création? Ouais. Ben, Entre Lou Adrienne et toi? c'est une bonne question, ça. Mais par la force des choses, j'imagine que oui, mais je ne saurais pas dire de quelle façon nécessairement, autre que... C'est comme si au départ, quand on a commencé à travailler ensemble, c'était... Moi, je trouvais ça très difficile. Je me rappelle, à un moment donné, on avait été dans le chalet de Feu Dare to Care dans le temps que me prêtait un chalet puis pour écrire des tunes, puis je ne pouvais pas... C'était inconcevable de pouvoir, ne serait-ce qu'elle m'entende, essayer d'écrire une tune. J'étais terrorisé à cette idée-là. Tu te sentais vulnérable? Ouais, puis j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour elle puis pour ce qu'elle fait, puis que je me sentais vulnérable puis nécessairement un peu inférieur, j'imagine. Puis après ça, quand finalement, ça a comme pas de temps pour t'échouer cette résidence-là. On s'est vraiment senti pas bien, on est parti. Puis un an plus tard, là, on était en Europe quand le premier confinement est tombé, fait qu'on est revenu. On a été 14 jours à devoir s'isoler, puis là, c'est là qu'on a travaillé sur ce qui est devenu Tune 1. Je me rappelle que c'était tellement terrifiant de présenter quelque chose, puis de dire ça a peut-être une valeur, je sais pas trop. Là, c'est sûr qu'elle va trouver ça ordinaire. Alors que tu avais quand même quelques albums derrière la cravate à ce moment-là. Ouais. Mais, ouais. J'avais eu quelques albums, mais j'avais jamais eu... Peut-être que ça vient du fait que j'avais jamais eu le genre de validation qu'elle avait eu, autant du public que du milieu, tu sais. Puis, mais rapidement, cette espèce de peur-là est tombée, puis on en est venu à pouvoir écrire de façon très, très... On est tout le temps très ouverts l'un avec l'autre, puis il n'y a plus de gêne à dire, tu sais, c'est poche. Puis tasser les idées vite, puis lancer le plus d'idées possible, puis juste écarter les idées qui ne collent pas. Puis pas avoir peur que l'autre trouve ça mauvais. Fait que j'imagine que notre rapport d'intimité permet ce rapport créatif-là. Mais est-ce que qu'est-ce qu'on vit dans l'intimité influence ce qu'on écrit? Je dirais non. Ou en tout cas, je m'en rends pas compte. Mais quand même, cet état-là d'ouverture à l'autre, Ouais. c'est quelque chose auquel bien des couples aspirent. C'est pas toujours évident de se montrer aussi vulnérable devant l'être aimé. Non, cette entrevue prend un rôle de tournure. Mais tu as raison, puis peut-être que le fait qu'on se soit mis à écrire ensemble, qu'on ait réussi à accéder à ce niveau d'intimité-là dans l'écriture, peut-être que ça nous a aidé dans l'intimité à être plus proches puis à être plus ouverts sur ce qu'on vit puis ce qu'on veut. Fait que c'est peut-être le contraire, en fait. C'est peut-être le fait d'écrire ensemble qui vient nous aider dans l'intimité. On en parlera avec Lou Adrienne dans un prochain épisode. Qu'est-ce que tu as appris au sujet des attentes du public grâce à la précédente incarnation d'Anatole, qui était beaucoup plus spectaculaire, presque histrionique parfois? Ouais. Ben, j'ai appris à... Parce que tu te donnais beaucoup, là. Si les gens n'ont pas eu la chance de voir le meilleur spectacle de l'histoire des spectacles, tu te lançais par terre, tu te mettais à genoux devant des membres du public, tu montais sur le bar, etc. Puis, tu sais, toi, tu m'as vu dans des contextes qui étaient quand même favorables, mais tu sais, j'avais aussi un rapport vraiment très confrontationnel avec le public. Puis quand je sentais qu'il y avait une résistance de certaines personnes, j'allais vraiment les tanner puis essayer de... Tu sais, il y a des épisodes j'ai failli me faire battre 2-3 fois par du monde. Notamment à Saint-Hyacinthe, où maintenant j'étais sorti, parce que la scène donnait sur une terrasse. Aux haricots? Non, c'était pas aux haricots, c'était dans un autre bar à côté du haricot. Là, comme tu continues, tu tournes à gauche. En tout cas, c'était un bar un peu bizarre, mais c'était encore d'Agri-Rock, qui était comme un festival à l'époque à Saint-Hyacinthe. Puis là, je m'étais juste couché sur le hood de notre char à nous pour chanter là. Puis je m'étais fait entourer par une gang de gars qui se craquaient à vouloir me casser la gueule. Mon frère a arrêté de jouer, puis en tout cas, c'était un peu bizarre. Là. Puis c'est arrivé à Gatineau, une affaire de même aussi. Mais... C'est là que c'est utile d'avoir son frère dans le band. Mon frère plus grand, plus fort. Ouais. Est-ce qu'il y a une part de toi qui avait
aimé ce moment-là? Même si je sais que c'est pas la perspective de se faire casser la gueule est sans doute pas Ouais. agréable. Ouais. Je veux dire, après coup, c'était très, très grisant d'avoir vécu ça. Puis je me dis, on a touché à quelque chose, là, ça valait la peine. Tu sais. Mais par rapport aux attentes du public, c'est qu'il y avait. L'intention derrière tout ça, c'est de se dire, en ce moment, les gens qui vont voir un spectacle de musique au Québec sont comme un peu sont un peu endormis, je dirais, dans le sens où ils savent ce qu'ils vont voir, ils se font pas surprendre par rien, ils vont s'asseoir, il va y avoir du monde qui vont monter, ils vont être habillés comme on pense qu'ils vont être habillés, ils vont nous jouer des chansons, ils vont nous dire des choses un peu drôles, sympathiques. Puis j'avais envie de, comme tu disais, de contourner ces attentes-là, puis de provoquer, de créer un spectacle dans lequel les gens pouvaient venir sans savoir c'est quoi, puis dire tout ce que j'ai vu, je ne m'attendais jamais à voir ça dans un spectacle de musique de ma vie, tu sais. Mais là, parce que ça s'est mis à très modestement marcher, mais on s'est mis à avoir un public, puis... Le bouche à oreille était favorable. Oui, puis on s'est mis à en parler dans la presse, etc. Puis, fait que là, les gens venaient en s'attendant à voir ça. Puis là, moi, je me sentais obligé de leur donner ça. Puis, il fut une époque où j'avais envie de leur donner ça, puis j'avais envie que ce soit tout le temps de plus en plus gros. Puis après ça, on était limité vraiment par les moyens, puis on n'a jamais réussi à avoir de financement pour faire ces spectacles-là. Fait que les ambitions étaient tout le temps un peu contenues par nos modestes moyens, mais j'en suis rapidement venu à trouver ça vraiment lourd à porter, de me rendre compte que dans le fond, je faisais exactement ce que j'essayais de dénoncer avant, d'essayer de rencontrer des attentes que les gens ont quand ils viennent voir le spectacle. Puis c'était pas... c'est comme un rapport un peu malsain, je trouvais, avec le public. Tu avais créé un monstre. Ouais. Ah ouais, mais c'est comme le cliché dans Ordinaire. Le Mouf dit c'est plus que t'en donnes, plus le monde en veut, mais c'est vrai. À un moment donné, il n'y a plus rien à donner, puis le monde, il en veut toujours plus. Parce que, à moins que tu te mettes à vomir sur scène. Ce que j'ai même fait, ouais, pour vrai, dans cette quête d'absolu-là, puis de. Dans ce cas, on jouait dans un cabaret de poésie là, organisé par Québec en toutes lettres. Puis, le meilleur endroit où vomir. Ouais, puis je m'étais dit, j'ai juste fait un speech contre de quoi je parlais, là, contre le bolchevisme culturel, puis contre, je sais pas, je pense que j'avais parlé un peu contre Serge Fiori, un truc comme ça. Puis je m'étais fait vomir sur scène après. Et comment ça avait été reçu? Pas super bien. Surprise. Ouais, en fait, j'avais même pas vomi sur scène, j'étais monté sur une table du public, j'avais vomi sur la table des gens. J'avoue que ça peut être un peu étonnant. C'est un peu tu viens assister à une soirée de poésie. Ouais. Tu reçois un peu de vomi. Il y a un peu de vomi, mais... Ouais. Mais le bolchevisme culturel, qu'est-ce que tu entends par là? Ah! Ben, c'est ça. Je sais pas si c'est une formule juste, là, mais à l'époque, c'était la formule choc que j'avais trouvée, là, mais c'est... Je sais pas, je trouve qu'il y a encore ça un peu aujourd'hui, là, la tendance... Il y a une espèce de mouvance voulant que l'art devrait représenter la société idéale dans le but que la société puisse voir ce modèle-là puis y accéder. Puis moi, j'ai l'impression que toutes les fois qu'on a tenté de faire ça dans l'histoire, ça annonçait quelque chose de politiquement très... très en URSS, notamment. Notamment. De très violent puis de très 100% négatif pour la liberté puis le bien-être général des populations. Fait que je veux pas dire qu'on en est là, je crois pas qu'on en soit là, mais c'est quelque chose dont je me méfie. Est-ce que tu trouves que la chanson québécoise, que la musique québécoise manque d'ambition? Est-ce que ça manque d'ambition? De quel genre d'ambition, tu veux dire? De marquer les gens? De laisser une impression forte dans l'imaginaire du public? Ben, aujourd'hui, je sais pas si je serais prêt à dire ça. Aujourd'hui, je trouve que ça va quand même plutôt bien. Hein, puis il y a beaucoup de gens qui me semblent faire des trucs sans compromis, qui réussissent à toucher les gens pareil, puis qui essaient de pousser plus loin la forme de la musique populaire, puis de ce qui est un album, de ce qui est un spectacle, puis qui réussissent à le faire. Je pense pas qu'on soit dans une époque où la musique manque d'ambition. Là. Pour revenir à ta période de Genesis, ouais. Pourquoi est-ce que tu redoutais autant l'idée de rencontrer, d'offrir aux gens ce qu'ils espéraient en venant te voir? Mais c'est parce que c'est devenu vraiment, vraiment, j'allais dire rapidement, pas tant rapidement, ça a comme pris 2 ans, mettons, là, pour qu'on en arrive là. Mais
c'est devenu vraiment fatigant, éreintant, puis je sentais que j'avais donné tout ce que j'avais à donner, puis qu'il fallait tout le temps que ce soit plus gros pour essayer d'avoir plus de décors, puis tu sais, qu'il se passe tout le temps de plus en plus d'affaires, puis c'est comme si à un moment donné, le feu, c'était comme de faire ça, c'était éteint d'une certaine manière. Puis parce qu'on attendait ça de moi, je me sentais obligé de le faire encore. Puis, puis à un moment donné, j'ai Comme une bête de cirque. comme une bête de cirque, exact. Puis ça, c'est un truc que, tu sais, si un truc, tu dis que la musique québécoise manque d'ambition, non, je pense pas que les artistes nécessairement manquent d'ambition, mais je pense que le milieu, des fois, manque d'ambition, là. Tout ce qui entoure les artistes, j'ai l'impression que souvent, on est juste vu comme l'image dont je me sers tout le temps, c'est tu sais, tu dis bête de cirque, mais aussi les singes jongleurs. C'est comme on est juste les singes jongleurs au banquet, puis alors que tu sais, le milieu au complet repose sur les artistes. S'il n'y avait pas les artistes, il n'y aurait rien du tout, là. Euh, mais le côté bête de cirque, c'est ça. Les gens venaient, puis je me rendais compte que c'était pas nécessairement pour les tunes. Parce que c'était pas nécessairement non plus pour voir qu'est-ce qu'on allait avoir comme idée artistique, comme ambition dans le spectacle, mais plus voir, c'était comme le shock value, tout ça, là, voir Ouais. qu'est-ce qu'il va faire cette fois-là. Qu'est-ce qu'il va faire de fucké, comment il va essayer de nous surprendre encore. Puis ça me semblait vraiment stérile comme Gigi relation. Allen l'a déjà fait de toute Ouais, façon. exact. Puis ça, ouais. Mieux que moi. Oui, c'est ça. Il était très à l'aise avec ses fluides. Ouais. Mais quand même, cette idée-là, moi, c'est pour ça que ça m'avait enthousiasmé lorsque j'ai vu mes premiers spectacles d'Anatole. C'est Ouais. que tu donnais un spectacle. Ouais. Et c'est ce que je reproche souvent aux artistes que je vais voir en spectacle, de ne pas prendre en Ouais. considération l'idée qu'ils sont en représentation devant un public. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est que mais tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment moins pire que quand on a commencé ce projet-là il y a genre 7 ans. Là, mais c'est comme si la scène, c'est probablement un des médiums qui offre le plus de potentialité, là, puis qui est comme littéralement une usine à rêve. Puis tu peux faire. Tout est possible, tu peux tout créer. Puis le territoire qui est couvert par le spectacle de musique populaire est genre 2% de ce que ça pourrait être. Puis les gens sont contents de tout le temps aller là. Puis ils pensent que parce qu'ils ont ils ont un décor, ça change quelque chose, tu sais, mais ça reste. Si toi, tu changes rien, c'est pareil, là. C'est pas parce que ton veston, il y a des fleurs que ça, tu sais, que ça change quelque chose sur le rendu du spectacle, là. Mais c'est l'affaire, c'est que là, je me suis rendu compte que à force de. J'ai comme une période d'attente là, de presque 4 ans entre les 2 albums où là, je travaillais beaucoup avec les autres. Là, je réalisais que j'accompagnais sur scène. Puis le projet Anatole était plus loin dans mon esprit, là. Puis je me suis rendu compte que quand on couvrait un spectacle maintenant, ce qu'on aimait dire, qu'on disait souvent, puis des fois je voyais les spectacles, puis je n'étais pas du tout d'accord, c'était à quel point la personne qui était au-devant, qui chantait, était une bête de scène. C'est comme rendu nécessaire d'être une bête de scène pour que le spectacle soit jugé pertinent. Puis je pense que ça, c'est faux. Puis je me suis rendu compte que peut-être qu'on avait un peu contribué à ça, là, avec, moi humblement, mais avec aussi tout ce qui était le premier spectacle d'Hubert sur lequel je travaillais, qu'on a construit ensemble. Puis je me suis rendu compte que, dans le fond, j'avais envie de voir de quelle manière on pouvait. Là, je dis ça, puis le spectacle n'est pas encore fait, puis j'en suis encore à penser comment ça va être, là, mais comment on peut être pas dans la grandiloquence, puis pas dans l'exubérance totale, mais quand même avoir une conscience pointue d'être en spectacle, de se servir de la scène, mais d'une manière peut-être plus microscopique, mais quand même qui explore quand même des zones qui me semblent pas explorées pour l'instant. Faire vivre quelque chose au public. Ouais. C'est une formule usée que j'emploie, mais c'est ce que j'ai en tête lorsque je sors d'un spectacle qui me marque. C'est on a vécu quelque chose. Ouais. Ouais, faire vivre quelque chose, puis qui est pas juste. Qui n'est pas juste du domaine de la musique, parce qu'un spectacle, c'est pas juste la musique, c'est aussi l'écriture des corps sur la scène, puis l'énergie qui est concentrée sur la scène, puis après qui est lancée dans le public. Là. Fait que comment moduler cette énergie-là de différentes manières, puis tu n'as pas nécessairement tout le temps la pression que ce soit un show de party, que ça lève, que ce soit rock, que tu tires partout. Puis on dirait je sens qu'il y a une grande pression pour ça en ce moment dans la scène, puis ça m'intéresse plus tant. T'sais. Donc, il ne faut pas espérer que tu renvoies sur scène lorsqu'on va aller te voir la prochaine fois. Ce sera une nervosité si ça arrive. Ouais.
C'est quoi une bonne chanson pour toi? Une bonne chanson. Ça peut être tellement plein d'affaires. Mais là. qu'est-ce qui te satisfait lorsque toi, t'en fais des chansons? J'aime ça que la chanson que musicalement, ça soit clair, que la structure soit claire. Ça, c'est pas donné à tout le monde, je trouve, là, de pouvoir faire une chanson dont la structure est lisible, puis prend la main de l'auditeur, puis l'amène sur le parcours qu'il faut. Hein. Le parcours émotif? Ouais, émotif, ouais. Ouais. Tu sais, souvent, là, c'est comme un truc qui a cours ces temps-ci dans la musique pop parce que ça vient de. Je vais parler contre le rap, là. Je veux dire, j'aime beaucoup le rap, mais qui vient de l'influence du rap, d'avoir des mélodies de couplets qui sont un peu informes sur une espèce de ton à mi-chanter, mi-parler, mais non, il n'y a pas de souci harmonique, il n'y a pas de souci mélodique non plus. Ça, pour moi, ça fait des chansons qui sont faibles, à mon goût et de mon point de vue. J'aime ça que c'est vraiment beaucoup un truc de structure pour une bonne chanson, que la structure soit le plus efficace possible, le plus resserré possible. Que quand quand il y a des longueurs, que ce soit justifié que ce soit long, que ce soit un moment d'attente qui serve à ce que ça soit plus intéressant plus tard, que sinon tout soit le plus ramassé possible pour que ce soit efficace. Parce que peu importe l'émotion, en fait, même peu importe que ça veuille transmettre une émotion ou que ça veuille être froid puis détaché, ce qui est important et qui rend ça efficace, pour moi, c'est vraiment la structure. Est-ce que tu sais toujours ce que tu veux accomplir avec une chanson au moment où tu la crées? Moi, où je l'écris, Ouais. non, jamais. C'est tout le temps à découvrir en la faisant. Mais une fois en studio? Une fois en studio, il y a un moment où, mettons, on commence à la faire, puis il y a des éléments qui commencent à se placer. Là, on dirait que là, je peux voir où ça s'en va, puis là, on peut choisir, puis on peut faire des décisions en conséquence de ce but-là qui semble être celui qu'on tente d'atteindre. Là. Ça prend quand même un peu de temps, là, puis je suis quelqu'un qui essaie beaucoup de travailler dans le moment, puis de ne pas reporter des décisions à prendre plus tard, de prendre des décisions qui vont être définitives sur le moment pour ne pas pouvoir reculer par la suite. Là. T'as peinturé dans le coin. Ouais. Mais c'est juste que, mettons, c'est aussi une manière pour moi de capter l'excitation de la découverte en studio. Là. Je trouve que c'est souvent ça qui est le plus intéressant dans un album, c'est de sentir que les musiciens qui jouent sont excités par ce qu'ils jouent, puis qu'ils sont dans la joie de la découverte de la musique qui est en train de se créer. Là. Puis ça, on dirait que tu n'as pas le choix. Je ne sais pas comment faire si c'est pas nécessairement de capter le moment, puis de s'obliger à prendre ce qui survient quand tu le fais, de ne pas reporter à plus tard des décisions qui pourraient changer l'ambiance ou le rendu de la tune. Le métier de réalisateur que tu pratiques, ça peut vouloir dire bien des choses, en fait, le mot réalisateur. Ouais. Comment tu l'envisages? C'est quoi ta définition de tâche lorsque tu travailles avec... Ben, ça dépend, ça change de disque en disque. Là. Il y a des disques où, mettons, les tunes sont arrangées, le band est prêt, je suis assis à la console, puis j'essaie de diriger la performance, puis de peaufiner, mettons, le paysage sonore pour que ce soit cohérent, puis le plus percutant possible. Puis il y a d'autres albums où ça implique presque soit de coécrire ou presque de coécrire les chansons. Parfois, c'est vraiment de s'asseoir avec l'artiste, puis de jouer avec la structure de la chanson, puis d'essayer de rendre ça de la façon le plus efficace possible, puis de l'accompagner vraiment du presque début du processus jusqu'à la fin. Mais de façon générale, j'essaie de voir ça comme j'essaie de me voir un peu comme un metteur en scène, ou comme un réalisateur de cinéma. Là. C'est-à-dire où je choisis ou j'accepte que la troupe ou le cast, c'est ça. C'est aujourd'hui qu'il faut faire cette scène-là. Comment on peut l'éclairer de la meilleure manière. Comment on peut aller chercher la meilleure performance de chacun des acteurs qui est en place. Puis comment on peut s'assurer, mettons, d'avoir assez de stock au montage pour pouvoir faire la scène. Je pense que ça serait comme ça que je décrirais. Le cliché du réalisateur que j'ai en tête, que bien des gens ont sans doute en tête, c'est celui de Rick Rubin, qui se promène nu-pied et qui est davantage une sorte de guide spirituel, voire de gourou. Ouais, très gourou. Est-ce qu'il y a une part de ça dans ton travail à toi? Non. Même si tu portes des souliers?
Non, tu sais, j'aime beaucoup certains trucs de Rick, puis sa vision des choses sur On va, certains, on va sur pas parler en certains mal de trucs, là. Rick ici. Non, non, ça serait inutile, puis ça serait malhonnête, là, mais euh, non, je suis pas quelqu'un Rick, lui, je sais pas si c'est parce que je suis pas capable, là, mais d'avoir autant de distance, autant de détachement par rapport à un projet, ça, je serais pas capable, là. Si je peux pas être là de la première à la dernière minute, ça me coûte, ça me fait mal un peu. J'aime ça être vraiment impliqué dans toutes les phases du projet, puis de pas. C'est ça. C'est ça qui est drôle parce que, dans le fond, je suis celui qui doit avoir le plus de recul dans le processus d'une certaine manière, puis en même temps, j'essaie le plus possible d'être dans le band aussi. Tu sais. Euh, pourquoi est-ce que tu es autant attaché au format du CD et à l'idée que les gens écoutent les chansons dans un ordre précis? Mais le fait que les gens écoutent les tunes dans un ordre précis, pour moi, c'est que c'est comme la différence entre un film puis un film à sketch, mettons. Là. C'est d'avoir une vue d'ensemble puis de créer un parcours, de nuances, de tonalité puis d'émotions dans un album. Pour moi, ça crée une œuvre somme qui est beaucoup plus forte que chacune des chansons prises individuellement. Puis nécessairement, dépendamment de où une chanson est située dans l'ordre du disque, son écoute puis sa perception va être influencée par ce qui est venu avant puis par ce qui vient juste après aussi. Puis, fait que pour moi, c'est comme un niveau d'écriture supplémentaire d'envisager l'album comme une œuvre complète. Là. Puis pour moi, c'est fondamental. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les albums. Puis je ne pourrais pas travailler autrement. Mais pour ce qui est du CD, ben, j'ai toujours aimé ça, le CD. Puis, Je sais que c'est hyper ringard maintenant, les CD. Là. Les gens se moquent des gens qui achètent des CD. Ben, OK. Tu sais, la discothèque de mon père, c'était une discothèque de CD, fait que j'imagine qu'il y a une espèce d'attachement émotif à ça. Puis c'est un bel objet, le CD. Puis je sais pas, l'espèce de snobisme d'audiophile, ça sonne mieux un vinyle. C'est tellement le fun de payer 60$ pour un vinyle 180 grammes. C'est pas vrai, tu sais. C'est pas vrai. Ou les gens qui disent que c'est vrai, moi, je pense pas qu'ils puissent s'en rendre compte, tu sais. Ils ont probablement pas le système de son qui leur permet de s'en rendre compte. Non, tu sais, puis il y a comme l'espèce d'illusion de parce que c'est analogue, c'est plus près de ce que les gens entendaient dans le studio pour vrai, mais c'est pas vrai, tu sais. T'es en studio quand t'écoutes, les sources, ils passent par la board. C'est juste pas possible d'être nécessairement, il y a une médiation, puis il y a après, toujours un intermédiaire. il y a toujours un intermédiaire. Puis après ça, je sais pas, c'est une espèce de mythe de la pureté là, qui est derrière. Je dis ça, puis j'aime beaucoup le vinyle aussi, mais je trouve pas ça nécessairement supérieur au CD en tant que médium. Puis, je sais pas, je trouve que l'objet CD est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup ça. Mais encore une fois, on revient à l'idée qu'on fétichise l'authenticité, une certaine idée de l'authenticité. Oui, exact. Le vinyle, ça serait nécessairement plus authentique parce qu'analogue, mais tu vois, il y a une espèce de. J'ai vu ça récemment, il y avait un gros scandale d'une boîte qui faisait justement des pressings vinyles audiophiles, puis qui faisait ça à partir des master tapes, pour vrai. Puis finalement, c'était pas vrai. Il faisait ça à partir de fichiers digitales, puis il disait ça sonnait mieux que quand on était sur le master tape, on ne pouvait pas le dire parce qu'on allait perdre la clientèle. Les gens se sont mis à brûler leurs disques et à dire que c'est des traites, etc. Je disais, mais man, si tu trouvais qu'il sonnait bien, il sonne encore bien, qu'est-ce que ça change, tu sais? C'est comme si c'était on disait que c'était le mot de Dieu, puis finalement, on se rend compte que c'est un gars qui l'avait écrit, puis ça n'avait plus de valeur. Si ça t'a changé, ça t'a changé. Oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la secte, de la logique sectaire là-dedans, qui est un peu troublant. Tu as décidé, tu t'es investi de la mission de défendre le journalisme culturel. Puis ça me flatte, ça me touche. C'est pour toi. Merci. Mais non, mais pourquoi? Parce qu'en général, ben, on a un rapport, moi personnellement, j'ai un rapport assez cordial avec les artistes que j'interviewe en général, mais c'est quand même rare qu'on va prendre notre défense et qu'on va dire que notre travail est si essentiel que ça. Mais ça vient peut-être de mon parcours universitaire, là, mais pour moi, le discours critique sur une œuvre
c'est vraiment un truc qui est très important, là, puis qui parfois révèle des choses qui sont dans l'œuvre qui ne seraient pas révélées au public ou même au créateur sinon. Puis ce dialogue-là entre une personne et une œuvre me semble vraiment important. Ça me semble vraiment important, ce dialogue-là, dans la construction d'une culture au sens large, puis D'une mythologie. d'une mythologie, puis d'inscrire une œuvre dans l'histoire, puis d'après ça, créer un parcours aussi. Le parcours d'un artiste, d'un musicien d'album à album, s'il n'est pas accompagné d'un discours critique qui l'accompagne, ça devient vraiment plus difficile de saisir c'était quoi, comment cette évolution-là était perçue dans le temps. Puis, idéalement, je dirais que ce dialogue-là entre le critique et l'œuvre devrait aussi. L'artiste ne devrait pas se couper de ça, puis devrait se nourrir de ça, puis voir comment ça peut l'amener à poursuivre ses questionnements ou justement amener à préciser certains trucs qu'il pensait qu'ils étaient clairs, qui n'étaient pas clairs, qui ont été perçus de façon différente, puis qui ne veulent pas que ce soit perçu de cette façon-là. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça vient beaucoup d'un truc de... Comment je peux dire ça? C'est comme si les gens sont facilement blessés par les critiques. Puis ça, je comprends vraiment ça. J'ai eu mon lot de très mauvaises critiques par le passé, puis ça m'a définitivement blessé. Mais ça m'a aussi permis de préciser ce que je voulais faire, puis de travailler sur ce qui était vu comme des faiblesses dans mon œuvre, qui étaient effectivement des faiblesses dans mon travail. Tu sais. As-tu un exemple? Avec moi, au départ, on s'est fait démolir, mettons, sur bande à part, on a vu 5 sur 10. Puis il y avait Alexandre Courteau. Bonjour Alexandre. Ouais. Titrait une des sections faussée de manière illégale. Mais il y avait raison. C'était poche. Là. On chantait pas bien, c'était pas bon, cet aspect-là de notre disque. Puis, à l'époque, j'aurais préféré que ce soit pas écrit, mais après ça, ça m'a fouetté, puis ça m'a permis de faire quelque chose d'autre. Puis, j'ai l'impression que ça vient aussi du fait que, je sais pas si c'est tout à fait vrai, mais il y a comme une espèce de vibe que les critiques au Québec sont plus indulgents envers les œuvres québécoises pour ne pas tuer le milieu ou ne pas nécessairement blesser les artistes. Puis ça, moi, j'ai l'impression que ça participe du fait de voir les artistes québécois comme nécessairement inférieurs aux artistes d'autres nations. Puis pour moi, j'ai un film québécois ou une chanson québécoise ou un roman québécois, ça a autant de valeur qu'une œuvre américaine, anglaise ou française. On a des écrivains ici qui sont probablement parmi les plus grands au monde, des musiciens aussi qui sont parmi les plus grands au monde. T'sais. Mais à cause de ce complexe d'infériorité-là qui vient de, on en parlait tout à l'heure, probablement de notre passé de peuple colonisé. On avait des grandes conversations avant de commencer à tourner. Ouais. J'ai l'impression que ça participe du fait qu'on préfère ne pas dire que quelque chose qui est fait ici est mauvais pour ne pas se mettre en pleine face notre propre médiocrité. Mais si on ne dit jamais que quelque chose est mauvais, quand on dit que quelque chose est bon, ça a moins d'importance, ça a moins de valeur. Tu sais. Si tous les disques ont entre 3.5 et 4 étoiles, je veux dire, c'est pas vrai. Tu sais. Il n'y a personne qui pense ça pour vrai. Puis je pense pas que ce soit nécessairement sain. Puis je ne sais pas qui gagne dans ce setup-là. Puis je pense que si on valorisait plus le discours critique puis le journalisme culturel, puis qu'on en faisait une plus grande place dans les médias, puis qu'on pourrait avoir des discussions longues entre des artistes, des critiques, puis des affaires comme ça, je pense qu'on s'en porterait mieux, puis qu'on pourrait peut-être développer cette réelle critique artistique au Québec qui vient pas... je pense qu'il n'existe pas tant que ça, mais qui vient pas d'un manque de volonté, ni des journalistes, ni... Mais peut-être que c'est les artistes qui empêchent ça, en fait. Je dis ça, puis j'allais dire ça vient pas des artistes, mais peut-être un peu, tu sais. Il y a une part de ce que tu décris qui tient au manque de moyens des médias depuis aussi, 10, 15, 20 ans. Ouais. Mais il y a peut-être aussi, effectivement, la frilosité des artistes qui montent au créneau dès qu'il y a une critique un peu incisive à leur sujet. Exact. Je me rappelle, il y a des critiques qui sortent, il n'y en a pas beaucoup, mais une critique qui est un peu négative sur un vidéo qui sort, puis là, les gens partagent la critique en disant « À quoi ça sert d'écrire ça? Si tu n'aimes pas ça, parle-en pas. » Oui. J'ai entendu cette phrase-là. Moi, je suis profondément en désaccord avec ça. Puis un critique, pour pouvoir développer sa ligne éditoriale, puis après ça, développer son propre discours critique, se doit de se positionner contre certaines choses, puis pour certaines choses. Après ça, tu peux être en désaccord, tu sais. Puis ce serait bien qu'on puisse donner cette plage-là aux critiques pour qu'ils puissent après avoir des discours aussi
entre critiques qui sont en désaccord sur certaines œuvres. Puis ça arrive pas souvent que, mettons, quelque chose soit vu de manière négative dans un certain média, puis de manière très Ouais. positive dans un autre média. Tu sais. C'est significatif pour toi d'être un artiste québécois? Ouais. C'est probablement le truc le plus déterminant dans le processus créatif. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, c'est que nécessairement ma sensibilité, c'est une sensibilité qui est québécoise, puis il y a des choses. C'est comme de dire que, mettons, je vais faire un parallèle avec l'écriture. Là, tu parlais tantôt d'essayer de cette recherche de vérité ou de concision que Sylvain a, que moi, j'ai pas nécessairement tout le temps. Là. On Mais parle de Sylvain Lelièvre, Sylvain et non Sylvain Lelièvre. Cossette. Non, ouais. Qu'on J'ai salue encore, par dit, ailleurs. j'ai encore dit juste Sylvain, hein. Ouais. Mais il y a nécessairement des formulations puis des images qui vont me toucher moi en tant que Québécois, qui n'auront pas la même portée puis la même résonance pour un autre auditeur, même si c'est un locuteur francophone, même si, mettons, un Français ou un Africain, ne sera pas nécessairement touché par les mêmes choses. Puis je pense que c'est important de tenir compte de ça puis d'exploiter ces choses-là pour parler de soi puis parler aux gens. Donc, de cette manière-là, je pense que c'est important d'être québécois. Aussi, dans ces référents musicaux, là, d'essayer de voir, de situer son œuvre dans l'histoire de la musique québécoise, puis pas nécessairement de se dire, mettons, moi, je me réclame de scène américaine ou de scène anglaise. Tout ça, c'est bien, mais ces scènes-là ont déjà été assurément en partie réinterprétées par des artistes québécois qui sont venus avant nous. Puis ça me semble être ça le point de référence qui est pertinent pour faire quelque chose qui s'inscrit dans notre communauté puis dans notre histoire à nous. On pourrait avoir l'impression que tu as un rapport plutôt cérébral à la création. Ouais. Est-ce qu'il reste quelque chose de romantique, de mystérieux dans la création pour toi? Ouais. Ouais, mais le geste, après ça, j'aime beaucoup réfléchir à ce qu'est la création puis comment je peux faire pour inscrire ça dans un concept puis que tout soit bien ficelé, mais le geste créateur est toujours instinctif puis toujours magique, tu sais. Je sais jamais quand la chanson va venir, je sais jamais si ça va prendre du temps, si ça va être facile. Je sais jamais quel genre ça va prendre, quelle avenue emprunter. C'est toujours un peu... La mystique de la création est pas effacée du tout pour moi. C'est très important. Alexandre Martel, merci beaucoup. C'est à toi.